Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette autre édition de Droit de Réponse sur Equinox Télévision. Vous le savez, Droit de Réponse, c'est votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets et en fait l'actualité est parue dans la presse en semaine. Bonjour Flavien Ndongo. Bonjour Albertine, bonjour à tous les invités. Alors avec vous, on va donc revisiter les sujets parus dans la presse cette semaine. Et comme d'habitude, nous en avons trois pour cette édition. La CAN Gabon 2017, les revendications anglophones, bien sûr, encore le dernier acte dans la crise anglophone. Et puis nous parlerons également de ce sommet Afrique-France qui s'est déroulé à Bamako, au Mali. Et puis nous commençons donc par le dernier événement, c'est-à-dire la CAN Gabon 2017 et le match du Cameroun hier contre le Burkina Faso. Et ça, on le sait. En tout cas, on connaît déjà le score qui était de 1 but partout. Pourtant, les Lions avaient la possibilité de gagner cette rencontre. Mais les experts avaient déjà annoncé que l'équipe du Cameroun qui va à cette CAN ne va pas produire quelque chose de positif. Ça, c'est pas moi qui le dis. En tout cas, c'est dans la presse. Et même si on n'a pas pu le révéler plusieurs fois, mais certains ont quand même cru que ce n'est pas une équipe camerounaise des Lions indomptables qui va rapporter quelque chose de positif. Donc, il faut se battre et attendre peut-être la suite. Donc, tout est parti déjà de cette rencontre qui a confirmé justement ce que, ou tout au moins les analyses faites par ces experts. Il s'agit donc de la dernière actualité par rapport à cette CAN Gabon 2017 qui a fait la une de la presse en semaine. Nous parlons également, je le disais, de ces revendications anglophones avec le dernier acte dans la crise. Il s'agit de cette dernière rencontre du comité ad hoc ce week-end à Bamenda, une rencontre qui s'est terminée encore en queue de poisson. Oui, vous parlez bien de queue de poisson puisque déjà dès demain, lundi et mardi, ce sont des jours déjà déclarés ville morte à Bamenda. Ça fait partie un peu de ce que les grévistes ont donc revendiqué, ils estiment qu'il faut repartir sur cette base-là. Question d'amener bien sûr le gouvernement à prendre des décisions aussi importantes puisqu'il y a des négociations qui se poursuivent et ils ont d'ailleurs cru un moment puisqu'il y a eu 3 jours de négociations. Au soir du premier jour, il faut le relever, les manifestants sont venus parce qu'ils estimaient qu'on avait séquestré donc les syndicalistes dans la salle, puisque la première journée, les travaux se sont achevés un peu tard dans la soirée. Et là, c'était un peu un mot d'ordre qui avait été lancé, selon des sources bien entendu, qui venaient de la salle où se trouvaient donc ces grévistes-là. Mais jusque-là, il y a quand même eu quelques blessés. On a évoqué sur les antennes d'Equinox. On a également évoqué quelques rumeurs qui annonçaient bien sûr des coups de feu tirés à balles réelles au cours de cette manifestation. Donc ce sont là quelques informations qui n'ont pas été traitées par la presse, mais comme c'est le week-end, la presse ne paraît pas et nous avons la lourde responsabilité de transmettre tout cela aux téléspectateurs. Et puis nous parlerons également de ce sommet Afrique-France qui s'est également tenu ce week-end et quelques résolutions à l'issue, même si on n'a pas encore toutes les résolutions de ce comité, il y a quand même déjà des engagements qui ont été pris par le président François Hollande qui faisait donc là son dernier sommet Afrique-France. Oui, vous parlez des derniers sommets, en tout cas de François Hollande, qui a fait son dernier discours, en tout cas pour l'Afrique. On l'a constaté également. Mais l'autre point important qui n'a pas été très révélé au cours de cette rencontre, c'est la présence d'Adama Barrow, qui est le président élu de Gambie, de la Gambie qui était présent, mais qui n'a pas pris la parole. On a pu l'apercevoir au cours donc, de ces travaux-là, et qui également sait que la suite va être aussi peut-être importante, puisque le président Yahya Jammeh, qui va quitter le pouvoir de manière officielle, c'est le 19, qui devrait, en principe, c'est le 19 de ce mois de janvier. Et là, on attend donc la suite, même si on n'a pas pu prendre des décisions aussi importantes sur cette question au cours de ce sommet, ce 27e du genre. Et en même temps, le président François Hollande qui a pris des décisions, des engagements, il estime que donc l'Agence française de développement va augmenter de 15% ses engagements pour mobiliser 23 milliards d'euros pour le continent dans les 5 années à venir. C'est pour améliorer justement les conditions de vie des Africains, même si quelque part aussi quelques-uns ont évoqué sous cap que la France est pour beaucoup dans la plupart des crises observées en Afrique. François Hollande a aussi donc pris l'engagement. Il a parlé du lancement d'un fonds d'investissement franco-africain doté de 75 millions d'euros dans les 10 prochaines années. C'est d'ailleurs le tout premier du genre. Mais où est-ce que et comment est-ce que ça va se dérouler puisqu'il est en fin de mandat? C'est aussi ça la question. Alors on fait maintenant le tour donc de la presse parue en semaine. C'était là les dernières informations relatives au sujet retenu pour cette édition. Mais là maintenant on verra comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus toute cette semaine avec vous Flavien. Alors la presse n'est pas
restée muette. En tout cas, cette semaine, elle a eu de la matière à servir donc à ses lecteurs au cours de cette semaine qui s'achève. Sur la crise anglophone, le Messager est revenu sur la libération de ces 21 manifestants pour dire par la suite que le gouvernement s'est plié pratiquement donc aux exigences des syndicats, des enseignants bien sûr anglophones et des avocats de la Common Law. Selon le quotidien Le Messager, l'arrivée à Bamenda de ces personnes libérées n'a pas fait donc que des heureux. Certains parents qui sont d'ailleurs restés sans nouvelles de leurs enfants n'ont pas résisté, ils ont manifesté leur mécontentement sous les regards impuissants des autorités de la région du Nord-Ouest. Et là, le rédacteur de l'article relève que les 54 manifestants interpellés, tel qu'annoncé, tel qu'a précisé par le ministre de la Communication, 21 ont été donc libérés. Où sont les autres, s'interroge donc le reporter. Pas de réponse à cette question, alors que la question restait sans réponse. Là, le Messager a suivi donc les pas de l'opposant Gaga Manadi, rendu donc à Bamenda pour jouer les médiateurs. Selon lui, envoyé par le président de la République, le président de l'ADD, qui a d'ailleurs pu rencontrer les syndicalistes, n'a pas pu convaincre ces derniers, qui lui ont d'ailleurs imposé le fédéralisme comme principale solution à la crise qui sévit donc les zones anglophones. Entre-temps, la vie avait donc repris son cours normal à Bamenda, excepté donc l'école qui est restée en tout cas aujourd'hui école morte. Et le Messager de conclure que le président de l'ADD a donc été jugé incompétent dans le rôle qu'il est allé jouer à Bamenda. Sur la situation de Bamenda, justement, la nouvelle expression du jeudi 12 janvier 2017 annonçait déjà la réunion de la dernière chance sur la crise anglophone, selon le quotidien du Carrefour Equinox à Douala. Un communiqué du comité interministériel ad hoc signé donc par Gogomo, Paul qui a invité donc les membres des différentes parties à s'asseoir pour trouver les solutions à cette crise, tout en rappelant notamment les blocages qui avaient donc émaillé ces différentes rencontres et qui ont d'ailleurs bloqué aussi la suite des procédures. Le porte-parole du comité a fait savoir que le gouvernement avait déjà fait plusieurs pas avant, avec donc notamment quelques révélations qui ont été faites aussi au niveau de la presse sur les engagements pris par le gouvernement. Alors, entre-temps, les syndicalistes de leur côté ont d'ailleurs apprécié ces avancées et ont estimé qu'il y a encore bien d'autres choses à faire. Ils ont demandé la libération totale sans condition de tout le monde, de tous ces manifestants, mais c'était pas de moitié comme cela a été fait. Donc, il y a un autre problème, il faut continuer avec les négociations dans ce sens. Question de libérer donc tous ceux qui ont été interpellés. La nouvelle expression qui annonçait déjà le bout du tunnel a plutôt dit par la suite que ce n'était plus possible de voir dans ce bout du tunnel-là, avec notamment les blocages qui ont été observés au cours des différents travaux. Comme si ça ne suffisait pas. Dans les réactions également, le Messager est revenu et a parlé notamment de Père Lado, qui est d'ailleurs un prélat catholique camerounais, vivant donc à Abidjan en ce moment, depuis quelque temps. Donc, il a estimé que la solution à la crise anglophone dépend bien sûr des Camerounais. Donc, c'est le moment où jamais les francophones doivent également épouser ce que les anglophones ont pu mettre sur pied, c'est-à-dire cette crise-là qui continue, pour bénéficier des différents problèmes, des avantages évoqués plusieurs fois, on le sait, surtout dans le cas de l'alternance dans ce pays. C'est là aussi un aspect évoqué par le prélat qui n'est pas resté tranquille sur ses différentes positions, on le sait. Il est parti du Cameroun, ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui, sur une affaire que tout le monde sait et qui a fait le tour de la presse. Et lui, il revient également dans ses positions que l'on sait très tranchées pour évoquer que le Cameroun est un pays qui doit être dressé notamment par les Camerounais eux-mêmes. Et là, il faut prendre des décisions aussi importantes, d'en profiter de l'occasion de des actes posés par les anglophones pour que les francophones aussi bénéficient de tous ces avantages. C'est également l'autre aspect évoqué par la plupart des journaux cette semaine. Alors, sur le sommet, vous l'avez également évoqué, le sommet de Bamako, qui est également un autre sujet qui va être en débat au cours de cette édition. Le Messager faisait déjà savoir que la rencontre se tenait sous haute sécurité, avec notamment plus de 1000 hommes qui étaient donc mobilisés pour cette rencontre-là, dont 180 éléments des forces spéciales antiterroristes, unité créée donc au lendemain des attentats de Radisson Blue. Donc on se souvient, c'était bien entendu en novembre 2015. Il y a eu 22 morts, personnes qui avaient été tuées au cours de ces attentats-là. Donc le journal est revenu sur ces différents cas et tout en parlant notamment de ce sommet, le 27e du genre. Le Messager nous apprend également qu'au-delà donc des sujets brûlants qui ont été évoqués par les chefs d'État,
les jeunes africains ont profité de cette occasion pour parler également de leurs différents problèmes parce que aujourd'hui l'Afrique est embrigadée par ces classiques des différents régimes africains qui n'arrivent pas à connaître donc l'alternance. Il faut donc se battre pour notamment prendre les affaires et le lendemain de ce sommet peut-être une porte ouverte pour bénéficier donc de ces différents avantages. C'est du moins ce qu'on a pu lire également dans la presse cette semaine. Et pour la question du sport, le football notamment, la CAN, on a évoqué, on a aussi dit que les Lions n'étaient pas ceux-là qui allaient faire quelque chose de positif au cours de cette grande messe qui se déroule en terre gabonaise. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Merci, meilleur à vous. Alors, mesdames, messieurs, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette autre édition de Droit de réponse. Avec nous ce dimanche, monsieur Sambaka, bonjour. Bon dimanche à vous et merci d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Alors, je rappelle, vous êtes le vice-président national de l'UDC. Merci encore d'avoir fait le déplacement pour nous. À notre table également ce jour, Robert Mouta-Mbassa, bonjour. Bonjour Albertine, bonjour aux copanélistes et puis bonjour à tous nos téléspectateurs. J'espère qu'on va leur apporter un plus par rapport aux événements qui font partie des thèmes de ce jour. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes également militant du RDPC, Membre du comité central. Membre du comité central, j'y arrivais de ce parti, le parti au pouvoir. Maître Froudjon, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, pour l'instant. Pour le moment, oui. Il s'agit encore du barreau du Cameroun. Et puis nous avons donc Edmond Kambia, notre journaliste et consultant maison. Bonjour Edmond, bon dimanche. Merci, bon dimanche Albertine. Je salue tous les téléspectateurs ainsi que tous les copanélistes présents. Alors nous allons tout de suite commencer avec les sujets retenus pour cette émission. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une émission de sport. Il y a cette plateforme sur Equinox Télévision pour en parler, mais plus c'est un événement continental et qu'hier c'était quand même la première descente des Lions sur l'arène. Je me permets de commencer par là et de prendre au moins quelques avis sur la rencontre d'hier. C'est donc le début de la CAN Gabon 2017. C'était hier le match d'ouverture qui a opposé donc le Gabon à la Guinée-Bissau, mais il y avait plus important pour nous les Camerounais puisque les Camerounais ont rencontré hier pour la première fois le Burkina Faso dans le cadre de cette compétition et c'est donc une équipe jeune, comme on le disait, on ne pariait pas beaucoup cette équipe-là et on a eu un match nul à la fin. Peut-être vais-je commencer par savoir, ça veut regarder ce match. Je vais commencer par vous, Sambaka, est-ce que vous avez regardé le match hier, Cameroun, Burkina Faso? Je l'ai vu hier et j'ai trouvé que ces jeunes enfants avaient beaucoup d'avenir. Mais malheureusement, ils étaient programmés pour échouer. Ils étaient programmés pour échouer parce que compte tenu des antécédents et puis des autres matchs des CAN, on s'est rendu compte qu'on a supprimé beaucoup de choses. Quand vous prenez par exemple, on vous dit vous n'avez pas des jeunes enfants qui sont en train de former une équipe, on vous dit vous n'avez pas de prime par match gagné, alors que les anciens avaient des primes par match gagné. Quand on vous dit que pour avoir une prime, il faut que vous alliez au deuxième tour. Vous voyez, et il y a de fortes chances que ceux qui ont organisé ça pour le Cameroun avaient programmé pour échouer. Et n'ont même pas d'argent prévu pour payer les indemnités. Donc ils savaient que ces enfants vont pour échouer. Alors, malheureusement, les enfants ont montré qu'ils pouvaient faire quelque chose. Alors, sauf que c'est la question, les enfants, si on s'en tient à ce qui a été dit, ont reçu déjà 15 500 000, je pense, si ils sont bons par joueur, et que les primes c'était par objectif, c'est peut-être pas très mauvaise stratégie. Non, la subtilité des gens qui nous gouvernent ont toujours été comme ça. Il faut lire entre les lignes. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment est-ce qu'on a managé cela avant? Quand on parle de 15 millions, il y a eu 30 millions, il y a eu des antécédents de 25 millions. Donc si aujourd'hui c'est 15 millions, il y a eu des antécédents où chaque match gagné, surtout quand on sait que c'est des jeunes, pour les booster, on devait leur dire chaque match gagné, vous avez tant. Or, on a supprimé tout cela et on s'est dit vous allez au deuxième tour pour qu'on vous paye, en sachant très bien qu'ils étaient programmés pour échouer. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit il faut lire à travers les lignes. Cette affaire n'est pas bonne. Ça ne sent pas bon parce que ces enfants n'ont pas été encadrés comme il faut ou alors encadrés comme ceux d'avant. Alors, mais donc, sur l'équipe même, vous avez eu un peu d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que vous avez vu quand ces enfants, quand ils ont encaissé un but,
comment est-ce qu'ils ont essayé de donner d'eux-mêmes et tout cela, on s'est rendu compte que, ben alors, si on met ces gens dans des bonnes conditions, si on fait des programmations, si on ne va plus dans l'improvisation, on peut attendre des résultats. Robert Moutambassa, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe hier, l'équipe des Lions Indomptables qui a affronté le Burkina Faso? On l'a entendu dans la presse en semaine, on ne vendait pas très cher cette équipe-là, on se disait, bon, ils vont faire de la figuration. Est-ce qu'en avez-vous pensé? Vous savez, un pays comme le Cameroun a eu de très grands joueurs comme Roger Mila, Eto, Abega, Mbida et les autres, Nkono, Bell. Ça fait qu'on a été habitué à avoir de très grands joueurs. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des joueurs qu'on classe dans la classe des moyens, parce que nous avons jusque-là mis la barre très haute. Mais le match d'hier confirme que... Permettez-moi, vous pensez qu'on a mis la barre très haute ces 5 dernières années, ces 10 Non, je veux dire qu'on a mis la barre très haute en termes de qualité de joueurs. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qu'on estime être des joueurs moyens. Mais dans une compétition comme la CAN et les matchs que moi j'ai vu hier, comme tout le monde, je pense que, comme ça, il y a du potentiel. Okay? Il y a du potentiel parce que c'est une équipe qui ne joue pas ensemble depuis très longtemps. Et c'est une équipe qui est assez jeune. Et c'est une équipe qui veut écrire son nom. Et peut-être que certaines actions au niveau du ministère et autres, au niveau des primes, comme l'a dit Sam, peuvent peut-être apporter un bémol. Mais ces jeunes ont bien vu comment, pendant la CAN féminine, les Camerounais, comme un seul homme, se sont mis derrière les dames. Et pour narguer l'équipe nationale des garçons, on vendait leurs maillots à 300 francs dans les réseaux sociaux, alors que les filles étaient à 18 000, 20 000. Je peux vous garantir qu'ils ont compris le message. Et je pense qu'ils sont prêts à aller loin. Moi, je pense plutôt que cette équipe, qu'on ne vend pas cher, peut surprendre, y compris même ceux qui sont allés avec. Parce que le coach, moi je l'ai entendu au Cameroun, il n'avait pas l'air très optimiste. Okay? Quand le coach, lui, n'est pas très optimiste, c'est pas bon. Mais je pense que cette équipe, si elle joue les 3 premiers matchs et arrive à passer au second tour, ne vous soyez pas surpris qu'ils arrivent en finale. Parce que le Cameroun reste le Cameroun. On dit un lion reste un lion. Même s'il est en slip, devant les gazelles, devant les antilopes, devant les autres, ils ont toujours peur. Ça reste un lion. Alors l'espoir est permis, Maître Froujon, avec cette équipe-là. Vous aussi, vous avez senti hier que ces jeunes joueurs pouvaient aller loin, avaient envie d'aller loin. Peut-être qu'il fallait juste leur faire un peu plus confiance. I saw the match yesterday, and I can tell you right now that the team is as sick as a country. Because I cannot understand, in an important competition like we have in Africa, the African Cup of Nations is the highest organization we have in Africa. For Cameroon to send young boys when we have experienced players who have left, Choupo-Moting, ils ont refusé de faire partie de... Joël Matip. Ils ont refusé d'être là. Ils ont refusé pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens qui gèrent cette équipe, ils sont aux abois. Ils n'écoutent pas. Comment vous pouvez parler de primes de cette manière-là avant le match? Moi, je dis que ces enfants, ils ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose. Ça, c'est leur propre volonté. Ce n'est pas la volonté de l'équipe de dirigeants. Parce qu'ils ont quitté le Cameroun en sachant qu'ils vont échouer. Mais, voyez-vous là où nous sommes? Voyez-vous là où nous sommes? L'équipe de Burkina Faso, c'est une équipe de grands joueurs, d'expérimenter, tout ça. Moi, je donne le coup d'eau à ces enfants parce qu'ils ont tenu le coup. Pour avoir un match nul contre Burkina Faso, c'était quand même une réussite. Parce que ça, ce n'était pas l'équipe du Cameroun, à vrai dire. Mais qui a laissé ça? Quand j'écoute l'entraîneur en quittant ici, il savait qu'il ne va pas apporter grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis tous ces problèmes-là et il était incapable de faire quelque que ce soit. Il est donc parti avec l'équipe. L'équipe qu'il a pu avoir. Voilà. Alors, Raymond Kamga, au-delà de la rencontre d'hier, il y avait également cette cérémonie d'ouverture. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier tableau
de la CAN Gabon 2017, partant de l'ouverture, de la première rencontre, des stades. On a vu quand même un stade assez vide pour la cérémonie d'ouverture. On a un stade qui a été rempli et au fur et à mesure au match des Lions indomptables, ça passait. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce qu'on peut s'attendre à une belle compétition finalement à côté du match Cameroun-Burkina Faso? D'abord, je vais dire un mot quand même sur le match avant de parler de la cérémonie globale. Je dois dire que les conditions ne sont pas réunies pour que le Cameroun fasse bonne figure au Gabon. Les conditions ne sont pas réunies. Ils sont partis, comme tout le monde l'a pu le noter, dans un contexte de déception, de défaitisme total. Et effectivement, le coach n'a pas pu avoir tous les joueurs qu'il a souhaité. Il y a eu beaucoup de défections. Malheureusement, il est allé avec une équipe qu'il a pu avoir sous la main. J'appelle cette équipe une équipe expérimentale. C'est-à-dire, vous l'avez observé pour ceux qui ont vu le match, il y a eu un véritable manque de cohésion entre les joueurs. Il y a eu des problèmes de finition. Il y a eu par moments le sentiment que les joueurs ne se connaissaient même pas. Et ce qui n'est pas faux. Beaucoup de joueurs n'ont jamais joué ensemble. Ils se retrouvaient pour la première fois après quelques matchs seulement d'entraînement. C'est vous dire que si le Cameroun gagnait hier, moi, j'aurais été le premier à être surpris parce que je ne m'attendais pas à une victoire. Et jusqu'à présent, je ne m'attends même pas à ce qu'on aille au second tour. Pas que je suis défaitiste, mais parce que la façon dont cette équipe s'est préparée à aller à cette compétition et le travail technique même qui est mené. J'ai vu, par exemple, à la seconde manche, à la seconde mi-temps, du mauvais coaching. Parce qu'il fallait que le coach réagisse immédiatement après les changements opérés par le coach de l'équipe adverse. Vous savez, ce qui se passait, c'est quoi? Lorsque le Cameroun a mené à la marque, l'équipe de Burkina Faso a tout fait, a misé gros avec tout son gabarit, tous les joueurs qui ont pesé dans la défense camerounaise et ils ont pu égaliser. Il fallait qu'au même moment, le coach réagisse. Il n'a réagi que trop tard. Et là, c'est un problème. Donc, on voit bien, il est stressé. Le coach est stressé. Il n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Bon, il faut espérer qu'il se ressaisisse et que l'équipe... On voit bien dans cette équipe des jeunes qui ont beaucoup d'envie. Mais l'envie ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Il faut un véritable encadrement qui permette d'aller de l'avant. Maintenant, sur la cérémonie d'ouverture et puis l'environnement global, les stades au Gabon, je crois que le Gabon a fait de son mieux pour pouvoir offrir, n'est-ce pas, une CAN qui lui permette d'avoir une belle image, n'est-ce pas, en Afrique et sur le plan international. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que la CAN est organisée au Gabon. C'est vrai, la dernière fois c'était couplé à la Guinée équatoriale. Cette fois-ci, c'est de manière individuelle. Je crois que au fil des matchs, on va voir l'engouement des téléspectateurs au fil des matchs. Vous savez, la première rencontre, ça peut donner une idée, mais je crois que le score du match Gabon, Guinée-Bissau est un indicateur fort de la suite. Cela signifie que ce n'est déjà pas facile pour le Gabon. Et je crois que le 12e joueur sera important pour le Gabon afin qu'il continue dans de belles perspectives. Alors merci à vous d'avoir réagi sur cette actualité. L'état d'esprit sur ce plateau montre bien ce qui se passe même dans les chaumières. Hier après le but du Cameroun, on a eu du mal à entendre beaucoup de gens s'émerveiller comme on en a l'habitude. On a l'impression que ça a un peu baissé. Aujourd'hui, on ne fait plus tellement confiance à cette équipe. On espère qu'on aura finalement ce miracle-là. Permettez donc d'aller sur le deuxième sujet qui nous intéresse ce dimanche, ces revendications anglophones ou alors cette crise anglophone avec le dernier acte joué ce week-end à Bamenda, cette rencontre du comité ad hoc qui, une fois encore, s'est achevée, nous allons le dire comme ça, en queue de poisson, le disons, parce qu'il n'y a véritablement pas eu les résolutions qu'on attendait ou alors l'apaisement qui avait été annoncé dans la presse qui semblait être positive en cette fin de semaine, il faut le préciser. On a vu certains journaux titrés avec peut-être une fin des crises, l'apaisement viendra. Alors finalement, c'est le statu quo, peut-être un peu plus, la crise s'enlise. Edmond Kamga, je le disais, certains journaux ont cru voir peut-être que les choses allaient être décryptées après cette rencontre du comité ad hoc. On voit une issue favorable, des journaux se sont même vus dans certaines pistes de pareil. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des raisons d'espérer? Est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà quelques éléments qui pouvaient faire penser que les lignes allaient bouger? Ou alors la presse a joué dans l'apaisement aussi de la situation? Je dois apprécier la presse.
dans les commentaires, les analyses et les comptes rendus qui ont été effectués tout au long de la semaine. Et je dis, quand je parle de la presse, je parle de toute la presse camerounaise, c'est-à-dire les médias publics comme les médias privés. On a senti véritablement de l'apaisement, beaucoup d'optimisme de part et d'autre. Quand vous voyez la nouvelle, ce soit dit vers le bout du tunnel, un autre journal dit la rencontre, la dernière chance, mais le fond des papiers montrait beaucoup d'optimisme parce qu'on a senti de part et d'autre, c'est-à-dire de la part du gouvernement comme de la part des syndicalistes, une volonté d'aller de l'avant. Et ça, la presse a encouragé cette perspective-là. Et on l'a vu très rapidement lorsque on a relâché un certain nombre de personnes arrêtées. La presse y est allée encore avec beaucoup d'engouement pour dire que les choses peuvent peut-être se dénouer. Parce qu'il faut le dire ici, la presse a un rôle d'éclaireur. Et nous devons, en éclairant, en étant des guetteurs d'avenir, en étant des sortes de sentinelles, aider, n'est-ce pas, les acteurs à garder la bonne foi et surtout la confiance. Parce que une des choses qui manque le plus, ou alors qui est insuffisante, c'est soit la bonne foi, soit la confiance. Et c'est la raison pour laquelle les dernières négociations n'ont pas pu aboutir. Et nous avons eu le sentiment, personnellement, qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché à la dernière minute. Il y a quelque chose qui n'a pas marché à la dernière minute. Parce qu'on s'attendait à ce que, très rapidement, que les résolutions soient débattues et que les résolutions sortent, soient adoptées. Et qu'elles soient favorables pour les deux parties. Que ce soit favorable pour les deux parties, mais très vite, parce qu'on n'a pas libéré totalement toutes les personnes arrêtées, parce que le gouvernement a du mal à accepter de débattre sur la forme de l'État, et je crois que c'est là l'un des nœuds gordiens du problème. Il faudrait peut-être que le gouvernement consente à ouvrir le débat sur la forme de l'État. Je ne pense pas que ce soit une question taboue de dire qu'il faut discuter du fédéralisme. Pourquoi est-ce que les syndicalistes mettent sur la table la question du fédéralisme? Pour améliorer la qualité de l'éducation au Cameroun. Je pense qu'il faut ouvrir ce débat. Parce que tant que le gouvernement a le sentiment que ça peut nuire, ça peut déranger. On a vu le discours du chef de l'État où il disait le Cameroun un indivisible. Je tiens à rappeler ici qu'il n'y a pas incompatibilité entre dire un indivisible et préserver l'unité dans la diversité dans une forme d'État différent. Donc il faut simplement ouvrir le débat et peut-être cette question peut avancer et permettre aux enfants de retourner à l'école. Sauf que, Maître John Frou, je vais aller avec vous, sauf que, justement, après cet autre échec, doit le dire, des négociations entre le gouvernement et les grévistes dans la ville de Bamenda, les réactions, vous le savez, les réseaux sociaux sont aujourd'hui cet instrument qui nous sert d'avoir le pouls un peu, les tendances des opinions, dont justement de ces tendances, on a l'impression qu'une certaine classe pense aujourd'hui que l'on fait un peu dans la surenchère chez les grévistes de Bamenda et qu'aujourd'hui, le gouvernement a montré des signaux qu'il était prêt à dialoguer. Aujourd'hui, le gouvernement a présenté beaucoup de signes qui voulaient apaiser la situation, mais que de l'autre côté, on reste très radical sur ces positions, on reste très politicien sur les positions. Quel est votre avis sur cette question? Ceux qui pensent aujourd'hui que les grévistes de Bamenda font de la surenchère, on est carrément sorti des revendications corporatistes, on est sur un terrain politique, et même sur le terrain politique, c'est de la surenchère. Moi, madame, ce n'est pas le cas, hein, parce que j'ai les informations venant de ce qui s'est passé à Bamenda ce week-end. Moi, je peux vous dire que les leaders étaient tout à fait à l'aise avec le gouvernement. Ils ont discuté, ils sont arrivés à un niveau là où ce n'est pas négociable en ce qui nous concerne, les formes de l'État. Et le deuxième lieu, la relaxe purement et simplement tout ce qui était arrêté à Bamenda et à Kumba et à Boya. Parce que au jour d'aujourd'hui, madame, on n'a pas relaxé tout le monde. Les syndicats des enseignants et les autres leaders anglo-saxons qui étaient là-bas ont demandé relaxe tout le monde qui était arrêté ici. Et si vous avez tué quelqu'un, donnez-nous le corps pour qu'on enterre. Je crois que c'était tout simple. Et les deux, nous, les syndicats, on a pesé l'opinion publique. L'opinion chez les anglophones, c'est parti tout simplement former un État.
Mais nous avons dit, nous, les intellectuels, les élites et les syndicats, nous avons dit, le forme de l'État de fédéralisme, c'est ça qui est important. Nous ne pouvons pas, à 2017, en train de créer notre pays. Donc, ils ont amené le fédéralisme sous la table. Alors, et ce point-là n'est pas négociable, madame. Ce n'est pas négociable parce qu'ils ont demandé, donnez-nous la date du référendum que vous allez organiser dans le nord-ouest et sud-ouest, qui est la partie anglophone, pour qu'on revienne là où on était en 1961. Ça veut dire quoi? La fédération a 2 États. Ce n'est pas... quand vous regardez Nigeria, il y a la fédération. Quand vous regardez les autres pays autour de nous, il y a la fédération. Ce n'est pas pour casser le pays. Alors, si vous me permettez, c'est une mutation. Ce n'était pas la revendication de base. On a présenté un certain nombre de revendications au gouvernement. Ce n'était pas revendication. On est là sur... Je vous le dis, il y a une radicalisation. Il y a eu parce que le gouvernement, depuis 1993, n'ont pas réagi quand le All Anglophone Conference a eu lieu. Le gouvernement a ignoré M. Owona. On lui a envoyé la résolution de cette All Anglophone Conference qui était, il y avait Mouna, il y avait Poncha, il y avait tout le monde. Et ils ont mis ça sous la poubelle. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous continuons à supporter. Mais s'il avait appliqué au moins la loi de 96, pourquoi j'appelle ça la loi de 96? Ce n'est pas une constitution. Parce que quand on dit loi numéro modifiant et complétant certaines dispositions de la constitution de 1972. Et vous ne pouvez pas... c'est même anticonstitutionnel. Parce qu'ils ont créé des institutions qui n'existaient pas. Bon, qu'à ça le tient, si le gouvernement avait la volonté de mettre cette région-là en place, on ne devait pas être là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça, les régions. Alors, pourquoi sauter, je reviendrai, pourquoi partir directement? Pourquoi se focaliser sur le fédéralisme Sambaka aujourd'hui? Pourquoi ces revendications? C'est non négociable. C'est là-dessus, et vous l'entendez, c'est ce qui a été dit, c'est non négociable, on veut le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme aujourd'hui? Pourquoi être obsédé par finalement cette forme de l'État? Qu'est-ce que l'on recherche là-dedans? Non, je pense qu'on ne peut pas dire non négociable quand on est en train de bâtir. On ne peut pas dire non négociable. On doit entrer dans la profondeur des choses pour savoir qu'est-ce qui coince. D'où le sentiment de radicalisation pour ça. Voilà, mais moi j'aimerais toujours rappeler aux gens, parce que les gens ont très souvent la mémoire courte. Ces problèmes-là, on les a connus à la réunion tripartite à Yaoundé. On était dans un centralisme excessif. C'est la réunion tripartite qui a dit que nous devons entrer dans un État unitaire décentralisé. Décentralisé parce que il fallait que les populations soient plus proches de l'administration et que chaque région puisse dégager sa spécificité, le tout mettre ensemble pour la grande richesse du Cameroun. Donc, en réalité, on fait comme si la tripartite n'a pas existé. La tripartite a évolué par rapport à l'État centralisé pour aller vers l'État décentralisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été appliqué. Parce que ça n'a pas été appliqué, nous avons... Pendant 20 ans. Nous sommes dos au mur aujourd'hui, et ceux qui ont le courage de réclamer le bonheur des populations demandent le fédéralisme. Est-ce que vous savez qu'en demandant ce fédéralisme, il y a aussi le peuple Bassa qui est en train de dire on nous a divisés en 3, etc., etc. Nous demandons un État Bassa. Est-ce que vous savez que d'autres, dans des partis politiques, ont déjà divisé le Cameroun en 4 régions, en 3 régions, en ceci, en cela? Tout ça, c'est du désordre. Le problème a été posé. En 1991, on a opté pour l'État unitaire décentralisé. En réalité, la décentralisation et le fédéralisme, c'est presque la même chose, à l'exception de quelques points. Cela vise à ramener l'administration auprès des populations. Cela vise à ne plus se moquer des gens comme les fonctionnaires camerounais ont fait avec le peuple qui parlait anglais. Il y a des séquelles, il faut le reconnaître. Et il faut savoir que le problème de fédéralisme ne peut être résolu que par le chef de l'État. Le chef de l'État, garant de la nation, les gens qui sont à Bamenda pour négocier, ce n'est pas de leur compétence. Il faut que le chef de l'État convoque les syndicalistes là, ceux qui ont parlé de ça, au palais de l'unité. S'il a convoqué
le bureau politique du RDPC au palais de l'Unité. Ce n'est pas ces syndicalistes qui ne peuvent pas appeler là-bas. Ils vont y aller, ils vont discuter. Parce que tout dépend du contenu de cette affaire. Nous, à l'UDC, nous avions, en 1993, fait le tour du Cameroun. Et nous avons parlé du fédéralisme des régions. Tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous dit que demain, s'il y a le fédéralisme tel que posé aujourd'hui, le sud-ouest et le nord-ouest ne vont pas entrer en guerre? Non, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu. Très bien. Et puis, on va appeler ça fédéralisme, on va appeler ça nouveau fédéralisme, on va appeler ça décentralisation, mais entendons-nous ce qu'on met dans le contenu, pourvu que les populations puissent être près de leur administrés et qu'ils puissent gérer les affaires de leur cité pour le bonheur des Camerounais. Nous avons un centralisme excessif sans montrer ses limites. Le gouvernement est sourd et vous voyez comment ça s'est passé, les négociations. Moi, je me dis une chance formidable que le côté anglophone a apporté au Cameroun, parce que ça nous montre la voie à suivre, la voie du dialogue. Mais ce dialogue ne doit pas être le dialogue des anglophones francophones. Moi, j'entends les francophones dire des choses impossibles. Il y a eu des valises qui ont circulé à Bamenda, mais le peuple est derrière ces élites. Le peuple est derrière les syndicalistes. C'est pour cette raison qu'ils répondent au mot d'ordre de grève. Très bien. Très bien. Monsieur Moutambassa, votre position sur cette radicalisation aujourd'hui, je vais appeler ça comme ça, cette position non négociable, comme l'ont dit les grévistes à Bamenda, ils ont sorti un communiqué, publié un communiqué à la fin de la rencontre, dans lequel c'est clair, on veut la libération de tous les manifestants qui avaient été interpellés à Bamenda pendant lors des derniers affrontements, et puis un référendum pour un fédéralisme à 2 régions, c'est-à-dire région anglophone et région francophone. C'est clair. Votre position sur cette forme de l'État qui est demandée par les anglophones? Oui, merci beaucoup pour la question. Ma position n'a pas changé d'un iota, parce que je pense que quand on parle de forme de l'État, moi je vous demanderais quelle forme nous avons au jour d'aujourd'hui de l'État. Un État unitaire. La Constitution parle d'État décentralisé. Est-ce que nous sommes décentralisés? Non. Donc nous avons quelle forme? Alors à partir de là, nous avons déjà un gros problème. Ça fait plus de 20 ans, nous sommes à la 21e année, que la Constitution prévoit qu'on mette en place les régions. Et je pense que si les régions avaient été mises en place, il n'y aurait jamais eu ce problème dit anglophone. Donc ce qui se passe en fait, c'est que il y a un groupuscule qui tient tout le pouvoir politique, financier, qui reste à Yaoundé et qui ne veut surtout pas renvoyer ce pouvoir politique et financier vers les régions. Et si on avait fait ça depuis, je crois qu'on n'aurait plus eu ce problème de Bamenda. Par contre, parler de fédéralisme, je pense que c'est une étape. Parce que, comme l'a dit Sam, entre décentralisation et fédéralisme, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le contenu qui est important. Parce que le président, dans son discours, moi je crois que toutes les solutions sont dans ce discours. Il faut mettre la décentralisation immédiatement. Elle est constitutionnelle. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Il faut l'appliquer dès 2017. Et c'est simple. Faire une élection des conseillers régionaux, ça ne dure pas 1 heure. Ils sont 25 par commune. On prend 360 communes du Cameroun. En moins d'1 heure, chaque commune aura voté pour les conseillers régionaux. Avant midi, tous les résultats sont à Yaoundé. Et le soir, on les proclame. Et dans la semaine qui suit, on modifie la loi de finances, on décentralise le pouvoir et on renvoie dans les régions. C'est faisable, mais il n'y a pas une volonté de le faire réel. Il y a une volonté de faire le dilatoire. Trouver des raisons pour continuer à traîner. Les gens aiment bien quand il faut aller, tout doit être centralisé et ça pose problème. Donc, la décentralisation sera peut-être une étape vers la fédération. Pourquoi? Parce que le président dans son discours a dit qu'il va mettre sur pied une structure pour le vivre ensemble des Camerounais. Une fois qu'on a mis la décentralisation, cette structure dans le cadre du vivre ensemble peut aider à ressortir toutes les idées de fédéralisme qui peuvent déboucher sur une modification de la Constitution, soit par référendum, soit je ne sais pas trop par quoi. Et on prend un fédéralisme qui n'est pas la sécession, qui n'est pas la division du Cameroun. C'est clair, moi j'ai vécu 10 ans au sud-ouest et j'ai beaucoup d'amis de ce côté au nord-ouest. C'est clair qu'il n'y a personne qui pense à la division, à quitter le Cameroun. Personne. Le problème, c'est qu'il y a un petit groupe, et je vais vous dire, le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui de ce côté-là, ils sont du côté des francophones aussi, comme on dit. Il ne faut pas croire, parce que
beaucoup font les rapports en faisant remonter qu'il y a la manipulation. Il n'y a aucune manipulation. Les Camerounais ne sont plus dupes. À 15 ans, 16 ans, l'enfant a le bac au Cameroun. À 20 ans, 21 ans, le master. Vous n'allez pas le manipuler. Ils regardent, ils écoutent, ils ne réagissent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Et on voit leurs réactions, attendez madame, on voit leurs réactions dans ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord-Ouest. Ce n'est plus les avocats et les enseignants qui contrôlent ce qui se passe sur le terrain. Le commandement opérationnel sur le terrain ne fait pas les populations. Des jeunes de 25, 30, 35 ans. Moi, j'ai envoyé certains collaborateurs des motos-taxis sur le terrain. Je peux vous garantir que les informations qui me sont parvenues sont graves. Si rien n'est fait, on est en train d'aller tout droit vers une petite guerre civile. Justement, attendez, madame, c'est important. Je vais revenir, je vous en prie. Je voudrais dire quelque chose. Moi, j'ai connu ces périodes troubles parce que dans les années 70-75, mon papa était sous-préfet en Banga. À 18 ans, on dormait sous le lit. On nous disait, il y a les maquisards qui vont venir tuer les gens. Mais les maquisards ne partaient pas de la brousse. Ils restaient en ville avec nous. Et on voyait qui joue le bon jeu, qui joue le mauvais jeu. Et la nuit, on venait vous faire la peau. Il faut faire attention. Ce qui se passe à Bamenda, il ne faut pas négliger. Alors, oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire quelque chose que je crois que nous n'avons pas compris. Quand cette revendication des avocats ont commencé, et suivie par les enseignants, aucune réaction du gouvernement. Ils ont donc créé ce qu'on appelle consortium. Le consortium, il y a tous les anglophones dedans. Les sociétés civiles, les avocats, les syndicats, tout le monde se retrouve là-bas. Ce débat n'est plus au niveau des syndicalistes. Parce que vous croyez que c'est les syndicalistes qui demandent la fédération? Non, c'est les anglophones de tout entier, y compris le sud-ouest et le nord-ouest. Tout est réuni. Et je peux vous dire que si vous insistez sur vos histoires de décentralisation qui n'a pas marché pendant 20 ans, vous risquez de perdre une partie du pays. Et ce pays est fait par deux États. L'État de Ouest Cameroun et l'État de East Cameroun. Ne comparez pas avec les Bassas, avec le Bamléké, avec tout ça. Non, nous ne sommes pas au niveau de tribal. Vous touchez justement là un point sensible parce que on a l'impression qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Il y a certains qui disent la décentralisation, vraiment il faut que les francophones profitent de cette affaire, ça va aider. Mais non, les anglophones ne sont pas à ce niveau-là. Ils sont au niveau du fédéralisme. Et l'État est tout pensé, la forme est pensée. Deux États comme avant. Alors est-ce que c'est ce fédéralisme qui aidera le Cameroun, ou alors quand on aura fini avec le fédéralisme, on fera notre décentralisation dans la zone francophone, et puis ils géreront de leur côté. Est-ce que ce fédéralisme aujourd'hui est bon pour le Cameroun, celui pensé comme les anglophones, Sambaka? Non, je pense, je vous ai donné mon point de vue. Pour moi, aussi vrai, les anglophones sont habitués à la démocratie, celle que nous ne connaissions pas du côté francophone, n'est-ce pas? Aussi vrai, ils doivent se montrer ouverts à la négociation, ouvert aussi à la discussion. Il y a un problème. Ce problème doit être réglé. Moi, je suis tenté de dire aux anglophones qu'il y a eu les Allemands ici. Et il y avait un seul Cameroun. C'est suite à la guerre que le Cameroun a été divisé. Ce n'est pas du fait des Camerounais. C'est pour cette raison que nous qui sommes ici du littoral, quand on va dans le sud-ouest, on est chez nous. C'est la même langue qu'on parle. Vous comprenez? Donc, en réalité, nous ne pouvons pas subir ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire la guerre que l'Allemagne a perdue et qui nous a divisés, qui a divisé les enfants. Et parce que ces enfants ont été divisés, c'était une bonne chose. Pourquoi? Parce que ceux qu'on matraquait du côté francophone allaient se réfugier du côté anglophone. D'où la nécessité de s'asseoir autour d'une table et de voir quelles sont ces qualités que nous, du côté francophone, on devrait peut-être adopter. Eux, ils sont habitués à la démocratie à la base. Nous, nous sommes habitués à la préfectorale. Tout doit se régler à Yaoundé. Est-ce que j'ai un problème? Il faut que je me renseigne pour savoir qui connaît le ministre, pour qu'on puisse résoudre mes problèmes. Le côté anglophone n'a pas connu cela. Mais pourquoi est-ce qu'on doit donc faire un fédéralisme à deux États, alors qu'en réalité, avant la guerre qui nous est tombée dessus, nous étions un seul? C'est la raison pour laquelle il faut capitaliser les avancées qu'il y a au niveau anglophone pour le transférer au niveau francophone, vice-versa.
Elmon Gamga, sauf que c'est non négociable maintenant. Le consortium, sur ce point-là, ne négocie plus. Soit on fait un fédéralisme à 2 États, soit on aura des villes mortes à répétition dans cette partie du pays. Moi, je pense qu'il n'y a pas de question insoluble. Il n'y a pas une question qu'il n'y a pas de solution. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution quelque part. Et la solution ne peut être trouvée que lorsque les 2 parties se retrouvent et décident ensemble de se dire la vérité face à face. Cela est-il possible aujourd'hui? Est-ce que cela s'est fait au jour d'aujourd'hui? Que les 2 parties se retrouvent et se disent la vérité face à face. C'est parce qu'il y a été fait à Bamenda? Non. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas dit la vérité face à face. Moi, je peux le dire. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas dit la vérité face à face. C'est-à-dire sans arrière-pensée de part et d'autre. Et pour cela, il faudrait que le chef de l'État, le président de la République, celui-là même qui veille au respect de la Constitution, celui-là même qui peut donner le là sur toutes les dispositions de la Constitution, c'est-à-dire pour qu'il y ait modification de la forme de l'État, il faut que le chef de l'État accepte cela. Mais est-ce qu'il est prêt à l'accepter? On l'a vu, le 31 décembre, il a dit oui et non. Il a dit non. D'abord, clairement, il a dit non en disant qu'il est prêt à discuter de tout, sauf de la forme de l'État. Mais lorsque vous lisez plus loin son discours, il dit « Je suis prêt à aller jusque plus loin ». Il faut comprendre ce que dit le chef de l'État. Nous sommes prêts à aller encore plus loin. C'est-à-dire, il a fermé et il a ouvert. Cela signifie qu'il y a une chance. Il y a encore une chance. Qu'il y ait un vrai débat, qu'il y ait un vrai dialogue entre les 2 parties. Mais pour cela, je souhaite personnellement que le chef de l'État s'investisse personnellement dans l'initiative. Est-ce qu'il s'agira encore Il faudrait qu'il s'investisse personnellement, qu'il n'envoie plus seulement les émissaires. Soit il se déplace pour se rendre à Bamenda, soit il convoque les membres du consortium à Yaoundé pour en discuter. Je pense que ce problème national justifie suffisamment une telle rencontre. Discuter de quoi? Il s'agit de dire oui ou non? On fait un référendum? Non, il ne s'agit pas de dire oui ou non. Il s'agit de comprendre pourquoi nos compatriotes de l'ancien Ouest Cameroun voudraient retourner à l'ancien État. Très bien. Moi, je veux dire d'écouter toutes les frustrations possibles. Je pense que ce dialogue-là est important. Il n'a pas encore eu lieu. Par rapport aux envoyés, ils ne représentent rien, ils ne sont pas crédibles. Parce que les fonctionnaires sont devenus des politiques chez nous. Être haut fonctionnaire ne veut pas dire que tu es un homme politique forcément. Ce qui se passe, c'est que c'est eux qui partent devant et avec la casquette de politique, mais derrière la casquette de politique, il y a le bâton du fonctionnaire derrière. Et ça ne passe pas. Il ne représente pas grand-chose. Le seul qui a été élu par tous les Camerounais, c'est le président Biya. Aujourd'hui, c'est à ce niveau que ça doit se résoudre. Comme il a dit, soit le président part là-bas, soit il les convoque. Parce que cette situation, les fonctionnaires peuvent rester des semaines, des mois là-bas, qui vont partir. Le premier ministre est parti, Gogomo est parti, les ministres sont partis. Ça n'a rien changé. Parce qu'on sait que ces messieurs, dans le passé, ont promis beaucoup de choses et n'ont pas réalisé ces choses. Ils ne sont pas crédibles. Il faut le dire honnêtement. Nous sommes dans une situation où on doit se dire la vérité. Le président est le seul à débloquer cette situation. Si on part vers le pourrissement, ça va se passer comme je vous ai dit tout à l'heure, où les gens vont commencer à passer de maison en maison, embêter les autres. Et on a vécu ça à un moment donné, et c'était grave. Parce que ce qui se passe là, ne pensez pas qu'il y a un seul originaire du nord-ouest ou du sud-ouest qui est contre ce qui se passe. Il n'y a même pas un. Même ceux qui sont aux affaires. Il faut le dire clairement. Et je peux vous garantir que dans la situation du terrain, des choses évoluent dans le sens où on ne maîtrise même pas forcément tous les gens de force de l'ordre. Parce qu'il y a des dégagements qui se font à l'issue même des commandements, des patrons. Et ça commence à pourrir. Ça veut dire que quelque part, on va être dans une situation où même les envoyés officiels entre eux se regardent et ils ne se font pas confiance. Tout à fait. On est en train d'aller dans cette direction et c'est grave. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il faut faire attention. Cette histoire, on a pris ça, ça a commencé par l'histoire d'avocats. Ce n'est plus à ce niveau. Et la solution que moi je vois et que j'ai proposé tout à l'heure, c'est quoi? C'est qu'utilisons la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui en mettant immédiatement la décentralisation. Immédiatement, on crée la structure proposée par le président pour les négociations avec le consortium. Maître John Fou n'est pas d'accord avec vous. Il représente un peu les... Il représente il n'est pas d'accord avec vous du tout. Albertine, moi je suis démocrate. Je voudrais respecter, je suis légaliste. Je voudrais respecter la loi. Très bien. La Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, on peut parler de fédéralisme. Il faut repartir vers des négociations, des référendums. Et c'est là le problème, Maître John Fou. Ok, je suis bien placé pour parler de la loi. Voilà. Je vais vous dire que depuis 1972,
M. Ahidjo a violé la Constitution de 1961, son article 49, en faisant ce référendum. Ce référendum ne devait pas être national, selon l'article 49 de la Constitution de 61. Et il a organisé dans tous les pays et il a changé illégalement les formes de l'État. Il ne s'arrête pas là. Monsieur Biya est venu avec son bic à l'Assemblée et vous avez quitté la réunion en créant maintenant la République du Cameroun qui était votre pays à l'époque. Le Cameroun oriental. Le Cameroun oriental. Et nous avons resté dans ces réunions sans savoir là où nous allons partir. Conséquence, pendant 55 ans, monsieur le président de l'UDC, pendant 55 ans, vous nous avez matés, vous nous avez maltraités, c'est-à-dire la République du Cameroun. Il faut avoir... Je ne parle pas de nous, frères francophones, parce que nous sommes ensemble dans ce bateau. L'équipe dirigeante nous ont matés, et il y a eu cette marginalisation. Pendant 55 ans, nous avons dit, écoute, le moment est venu pour qu'on retourne à la loi. La Constitution de 1961, vous appliquez ça maintenant, tout va se régler. Mais si vous continuez à parler de l'égalité, une égalité que vous avez mis sous place, votre truc de 76... Mais est-ce qu'une bonne décentralisation, est-ce que l'application de cette loi, que vous appelez... Est-ce qu'il avait même appliqué la Constitution de 96, est-ce que cela ne pas arranger le problème? Et l'État maintenant de parler de l'appliquer. Ah bon? Parce que je connais ce gouvernement. Ce gouvernement n'a jamais eu la volonté politique d'appliquer ce propre mauvaise loi. Et pour la première fois, je suis d'accord avec un militant, le RDPC, qui dit que c'est un problème politique. Vous envoyez les fonctionnaires à Bamenda pour venir s'asseoir avec les avocats qui sont d'abord les politiciens. Écoute, la Constitution est bien fournie de politiciens. Hein? Et vous voulez, vous voulez qui comme Monsieur Biya, laissez-moi finir. Il y a eu un rumeur que M. Biya part à Bamenda. Les gens de Bamenda ont nettoyé partout. En attendant le président. C'était programmé pour le 12. J'ai vu ça sur les médias sociaux. Et on a nettoyé Bamenda en attendant le président de la République. Il n'est pas arrivé. Il a un chance maintenant de s'impliquer dans cette affaire. Mais il faut qu'il sache qu'on va sortir si on revient à la légalité. La Constitution de 1961. Mais ça, vous avez suivi quand je parlais de radicalisation tout à l'heure. Vous suivez très bien les positions de Maître John Frou. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est le fédéralisme ou rien d'autre. Non, c'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que le côté anglophone sait très bien que le gouvernement n'a jamais respecté ce qu'il a dit. Sorti de la tripartite, quand nous avons vu la Constitution de 96, nous à l'UDC, nous nous sommes dit, voilà encore, on s'achemine vers un blocage. Nous nous sommes assis, nous avons discuté, on a parlé des problèmes de 61 et on a trouvé que la décentralisation était le chemin qu'il fallait emprunter, même si demain on peut penser fédéralisme. Mais la décentralisation suppose que le minimum de transfert de ressources, c'est 40%. Alors, est-ce que vous pensez... Nous sommes à 2%. Est-ce que vous pensez... Voilà la réalité du Cameroun. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème aujourd'hui? Le gouvernement va résoudre ce problème, va réussir le président de la République sans accéder à cette revendication qui est le fédéralisme. Est-ce que c'est possible de je crois au dialogue. Et je suis sûr. Le contenu est important. Vous savez, on peut appeler la décentralisation fédéralisme. Hein. Tout dépend du contenu qu'on y met. Maintenant, le vrai problème, et le problème qu'on a toujours posé, et cela, nos frères anglophones ne doivent pas nous laisser tomber. Vous comprenez? Ils ne doivent pas nous laisser tomber parce que nous sommes indivisibles. Revenons à la légalité. Maintenant, le vrai problème qu'il y a, c'est que dans cette fédération, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils réclament la fédération parce qu'il n'y a même pas encore eu de dialogue. On vous dit que des fonctionnaires s'en vont discuter avec des hommes politiques. Il ne peut pas avoir de dialogue. Peut-être parce qu'au début, c'était les revendications corporatistes. Non, parce qu'eux, ils ont intégré les chefferies traditionnelles. Les populations avaient des valises d'argent comme dans leurs habitudes. Et ça fait que ça a radicalisé le peuple. Le peuple qui se dit, ben attention,
Parce que ce qui va se passer, c'est que si nous prenons l'argent comme les francophones font d'habitude, Oui. on va de conscience et tout, ils vont nous diviser et ils vont nous bousiller. Et ils vont se mettre à arrêter un à un ces syndicalistes qui sont dans les revendications. Ils se sont soudés comme un seul homme. Et ça, je vous dis, la résistance passive, c'est quelque chose de formidable. Les anglophones aujourd'hui sont devenus un et un seul homme, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient de partout. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas enlever de leur tête que nous sommes des frères, nous n'avons pas besoin de division et que nous avons besoin d'un dialogue dans lequel nous allons mettre un contenu. Les gens veulent gérer localement. Et la Constitution doit la consacrer. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Quels sont les transferts qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ouais, je voudrais rebondir par rapport à ce que Maître a dit, que si on revient au fédéralisme, le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé, Maître. Parce que les francophones aussi souffrent. Ok? Il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne souffrent pas. Ok? Quelque part, quand on peut prendre la liste des armées à l'ENAM et que c'est l'appel du gouvernement, vous croyez que ça concerne seulement les anglophones? Tout le monde est compris, est là-dedans, mais les francophones... Sauf que les anglophones estiment que c'est votre combat. Non, ce n'est pas notre combat. Nous sommes un et indivisibles. Le problème qui se pose, c'est que s'il y avait décentralisation, je suis sûr qu'il n'y aurait jamais eu ce problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la volonté de le faire. Parce qu'on fait croire qu'on veut le faire, mais on ne le fait pas. Parce que c'est inadmissible que 20 ans après, on est en train de mettre une constitution en place. Maintenant, quand vous allez dire... on accepte ceci ou cela, on ne vous croit plus. La raison pour laquelle les anglophones se radicalisent, pourquoi? Parce que beaucoup de promesses ont été faites qui n'ont pas été suivies de faits. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Donc moi je pense que, je suis d'avis comme Sam Baka, que le dialogue doit primer. Mais le pourrissement que je vois venir, parce que quelque part, en regardant bien, il y a du dilatoire, il y a le pourrissement qui arrive. Le pourrissement est dangereux, parce qu'on ne sait pas par où la solution viendra. Elle pourra venir dans la brutalité, dans la rébellion, dans je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on règle ces problèmes. Et aujourd'hui, ça atteint un niveau politique. Les administratifs ne peuvent plus résoudre ce problème. Il est politique et il faut le résoudre politiquement. Edmond Kamga, on va sortir bientôt de ce sujet. Désamorcer la bombe aujourd'hui, il faut forcément une sortie du président de la République, Paul Biya. Je l'ai dit. Le chef de l'État doit s'investir personnellement sur ce dossier. Il faut qu'il en fasse un dossier prioritaire. Et très vite. Prioritaire de cette année qui commence, de cette année 2017 qui commence. C'est-à-dire, il faut absolument, parce que c'est lui qui va enclencher le vrai dialogue. J'ai dit le vrai dialogue n'a pas commencé. Le vrai dialogue va commencer par le chef de l'État et par les membres de ce consortium-là. Parce que parce qu'il y a beaucoup qui disaient qu'il n'y avait pas de problème au départ. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. On le voit beaucoup de membres du gouvernement qui disaient que la question anglophone n'existe pas. Où sont-ils aujourd'hui? Parce que même le gouvernement aujourd'hui, d'ailleurs le chef de l'État reconnaît qu'il y a un problème anglophone. C'est pour cela qu'il envoie des émissaires. Ça, il faut le reconnaître. C'est pour cela que je dis que la solution passera par le chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, là, il faudrait qu'il... Je ne sais pas quelle est la forme, le nom qu'on pourrait donner à cette forme de dialogue, mais il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Et c'est un dialogue important au niveau le plus élevé de l'État. Il ne faudrait pas que ce soit encore des émissaires qui ne sont pas véritablement plénipotentiaires, qui ne sont ni compétents, ni capables d'influer sur l'équipe qui les attend sur le terrain. Et qui sont même parfois partisans. Et qui arrivent là-bas et se comportent de manière arrogante, avec beaucoup de mépris, vis-à-vis des confrères qui ont des problèmes sérieux. Donc je pense que si le chef de l'État amorce nécessairement ce dialogue-là, je pense qu'il est même temps qu'il fasse un message à la nation, un message à nos compatriotes de la partie anglophone du pays. Ce n'est pas tard. Ce message-là doit se faire. La première chose que le chef de l'État doit faire, c'est de demander à ses fonctionnaires d'arrêter d'aller corrompre des gens en zone anglophone. La première chose, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine d'aller casser une dynamique, parce que cette dynamique est pour le bonheur des populations. Quand les populations adhèrent comme ça, refusent l'argent, ça veut dire qu'ils pensent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Moi, je voulais dire à Maître que nous, lui comme moi, nous ne sommes pas habilités à dire qu'il y a quelque chose au Cameroun qui ne soit pas négociable. Maintenant, tout appartient aux revendications et au chef de l'État qui doit prendre une décision. Mais il faut qu'il prenne la décision vite, parce que les fonctionnaires qu'il a envoyés là-bas se disent que les gens vont se fatiguer des villes mortes. Vous avez vu comment ils ont dit? Vous avez vu comment ils ont dit? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que les enseignants ne vont pas avoir leur salaire.
Ils ont mis dans les réseaux sociaux et partout que, ben, ma foi, on est en train de brutaliser les enfants qui doivent apprendre pour aller faire quoi avec les chômeurs qu'on fabrique ici. Vaut mieux se focaliser sur quelque chose de positif, n'est-ce pas, et d'en sortir grandi. Donc, cette méthode-là, il faut que le chef de l'État demande que ça s'arrête. Parce que ce sont des méthodes qui ont montré leurs limites. Et là, aujourd'hui, ça ne fait que radicaliser les anglophones. Donc il faut arrêter toutes ces petites méthodes francophones là. De corruption et tout ça là, de menaces. Il faut arrêter ça. On est entré dans l'ère du dialogue. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Samaka, vous n'avez pas dit, qu'est-ce que le président doit faire, accéder à cette revendication, le fédéralisme? Non, vous insistez là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des sympathies particulières. Non, j'insiste parce que j'ai l'impression que dans la partie anglophone, on est carré là sur la question. Non, mais ils peuvent être carrés, mais quand ils vont se rendre compte que si le fédéralisme, ils obtiennent le fédéralisme, nous tous nous allons déménager pour aller vivre en zone anglophone. Vous comprenez? Ils n'ont pas besoin de se radicaliser jusqu'à ce niveau. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de se mettre avec nous, même si c'est eux qui ont commencé le fédéralisme. Le fédéralisme ne veut pas que je veux quitter Douala. Moi, je vous le dis, je vous dis qu'il faut qu'on revienne à la légalité. Quand on revient à la légalité, avec même ces rencontres, le chef d'État et le consortium, ça va toujours échouer si le chef d'État aussi est calé sous sa décentralisation. Alors, ce que je propose, je propose, madame, c'est que le chef de l'État doit recevoir le consortium et ensuite organiser un débat national. Tout à fait. Absolument. C'est ça que je dis. Il faut se débat. Mais avec un base d'aménager la loi, la Constitution de 1961. Tout est possible dans le débat. Mais si vous quittez ce cadre de la Constitution de 1961, parce que vous avez voilé la loi depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, et vous tentez d'assimiler les anglophones. C'est-à-dire, à l'époque, le président de la République était francophone et le deuxième personnalité était anglophone. Monsieur Biya a pris le temps pour changer. Aujourd'hui, nous avons quoi? Le président de la République, francophone. Deuxième personnalité de l'État, le Sénat. Troisième personnalité de l'État, francophone, l'Assemblée nationale. Et elle soit président, premier ministre qui n'a pas le pouvoir. Quatrième anglophone, ça continue, peut-être à un moment donné nous serons à 6e, je ne sais pas. Très bien. Mais c'est pour cela qu'il faut ce débat. Je suis très content de l'évolution de Maître parce que j'ai dit tout à l'heure. Et je crois que attends, je laisse mon la loi 61, c'est la base de la discussion. J'étais en train de dire ceci, que la construction actuelle parle de décentralisation. Qu'on la mette déjà en place, c'est un début de solution. Maintenant, la structure que le président va mettre en place pour le vivre ensemble peut discuter de tout, y compris ce débat. Il a mis beaucoup de structures en place, ça n'a rien donné. Permettre qu'on aille de l'avant. Il a mis beaucoup de structures en place, ça n'a rien donné. Nous ne voulons pas cette multiple de structures. Alors, est-ce que vous avez quand même, vous prenez quand même en compte, Maître, que le référendum ne peut être à votre faveur aussi? Le référendum, c'est le manque dans le nord-ouest. Uniquement ce n'est pas un référendum national. Uniquement dans les deux régions. Respectez l'article 49. Maître, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on chat échaudé crée l'eau froide. Ça, c'est clair. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est dans une discussion comme celle-là, quand on est dans une situation comme celle-là, on doit savoir séparer un certain nombre de choses. La forme de l'État, n'est-ce pas? C'est un débat que vous devez sortir de la plateforme que vous avez avec les membres du gouvernement pour le focaliser avec les politiques, c'est-à-dire le président de la République. Tout à fait. Si vous faites ça, c'est quelque chose, à partir du moment où vous êtes déjà soudés, l'école peut reprendre si on s'est entendu sur tous les autres points. Et puis, maintenant, la forme de l'État, on en discute avec le président de la République, mais pas avec ses fonctionnaires. Là. Vous comprenez? On peut pas parce que la forme de l'État, c'est à vous de décider. Ça ne va pas se décider en quelques jours. Donc, la sortie de crise, c'est ça. La sortie de crise dépend de deux choses. Que si M. Biya est crampé sous son décentralisation,
qu'il a mis depuis 1996. Non, c'est pas la décentralisation. Et ne parle pas à Bamenda ou bien elle reçoit le consortium pour discuter de la forme de l'État. Oui. Et discuter rapidement pour que nos enfants rentrent à l'école. Moi, je fais quelque chose. Oui. C'est pas normal. Nous sommes les frères. Vous parlez toujours, nous sommes les frères. Mais vous, frères, en fond, leurs enfants ne vont pas à l'école. Et vous êtes ici. Vous êtes à l'aise. Nos enfants sont dans l'école. Nos enfants sont dans les écoles. Et moi, en tant qu'avocat, nous, confrères de Nord-Ouest et Sud-Ouest, sont dans ces écoles. depuis plus de 3 mois aujourd'hui. Plus de 3 mois aujourd'hui, mes confrères ne vont pas à l'audience. Et je suis ici en train d'aller à l'audience. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les avocats, ils sont où? Les avocats francophones sont où? Et nous sommes en train de pleurer et ils sont là. Et fait que tourner, fait le sou. Moi, je dis ceci. La politique, M. Biya doit assumer. Il faut qu'il invite le consortium. Oui. Ils s'entendent sur la forme de l'État. Très bien. Et rapidement, avant que nos enfants partent à l'école. Non, je suis. S'ils ne partent pas à l'école. Non. Ça, c'est notre problème. Non, présenter ce c'est une menace. Non. Les gens qu'on a arrêtés. On doit les relancer. Et peut-être on a tué certains. Donnez-nous le corps. Et libérer tout le monde. Et rencontrer le consortium. Et les enfants vont aller à l'école. Très bien, on va sortir. Et les tribunaux vont offrir. Parce que. Merci, John Fou. On sort de ce débat et certainement. Moi, je ne peux pas partir sans parler des écarts. Il sera encore là. Vous allez dire un mot sur les écarts avant de. Oui, il faut que je parle des écarts. Vous êtes quand même. Oui, parce que je suis le leader d'un collectif des avocats qui sont en train de partir sur Paris pour attaquer M. Bolloré à Paris. Parce que nous avons saisi le paquet de Paris et ils ont envoyé le dossier à Nantes et nous partons là-bas pour mettre le dossier en état. En disant ça, moi je suis surpris. Comment un pays comme celui-ci, il y a une catastrophe de cette manière, on est en train de balayer ça, personne n'en parle plus, alors qu'il y a les familles qui ne trouvent plus le membre de famille et le disparu. Et on a annoncé que 81 morts. Où sont les restes? J'ai un confrère, maître de Saké, qui a perdu sa femme notaire. Et on ne trouve pas le corps. Et M. Bolloré est en train de nous tourner. Et je ne sais pas s'il a assurance ou non. Parce qu'il a fait le fronting avec Activa. Et il a créé un captif. Et il a un master. Et on ne sait pas qui est qui dans ce dossier. On a cité, on a sommé tous ces assureurs pour qu'ils nous fournissent les polices d'assurance. Il n'y a personne qui... Rassurez-vous, Maître John Fou, sur ce plateau, on en parle, on en parlait encore la semaine dernière, et certainement qu'on va en reparler, le sujet des écoles, ne l'oublie pas. Permettez-nous d'aborder le troisième sujet de ce jour, rapidement, puisqu'on n'a plus assez de temps. On parle de ce sommet Afrique-France, c'était le 27e, qui s'est donc tenu hier à Bamako, au Mali. Ça avait commencé un peu avant. Alors, Edmond Kamga, vous qui êtes justement très politique internationale à la nouvelle expression, quelle est la place d'un sommet tel que celui-là encore aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, un sommet Afrique-France? Est-ce que cela a encore un sens? Pour la France, ce sommet a encore un sens parce que la France n'est rien sans l'Afrique. Et De Gaulle, qui a été président en France, avait dit à son époque, n'est-ce pas, que la France, ça dit que si la France perd l'Afrique, la France n'a plus rien. Donc c'est vous dire pourquoi est-ce que la France a initié cette rencontre qui concerne un pays. Au départ, c'était une sorte de rencontre entre la France et ses anciennes colonies françaises d'Afrique. Et puis ça s'est élargi à d'autres pays africains, à tel enseigne que des pays qui ne sont même pas francophones s'y retrouvent. Donc en réalité, ce sommet-là, en réalité, c'est une sorte de francophonie économique. C'est une sorte de rencontre entre la France et les pays africains pour préserver les intérêts
français en Afrique. Même ce jeu, c'est un peu ouvert aux pays anglophones aussi. Oui, aujourd'hui c'est ouvert aux pays anglophones et à d'autres pays africains. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand vous voyez la thématique, on parle de partenariat, de paix et d'émergence. Dans la notion de partenariat, qui est éminemment une notion économique, même si c'est diplomatique aussi, la France voudrait renforcer ses relations avec les pays africains pour ne pas continuer à être en perte de vitesse. Parce que la réalité, c'est ça. La France est en perte de vitesse en Afrique depuis un certain nombre d'années. Les pays asiatiques ont décidé de faire de l'Afrique un continent qui ne sera plus le monopole de la France. On a vu la Chine, aujourd'hui, qui est suffisamment implantée en Afrique, non seulement sur le plan économique, mais qui essaie de faire des rencontres également en sommet avec les pays africains. Est-ce que pour l'Afrique, cela a encore un sens? Pour la France, oui. Mais pour l'Afrique, est-ce que ce sommet ont une importance? Oui et non. Oui, s'il faut redéfinir, reformuler le partenariat qui existe entre la France et l'Afrique. Non, si les Africains décident de tout faire en tenant compte de leurs aspirations profondes qui ne peuvent réussir qu'au sein de l'Union africaine. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est les États-Unis d'Afrique. Je suis partisan de ce panafricanisme-là qui voudrait que les Africains essaient de se définir en tenant compte de ce qu'ils peuvent partager entre eux sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et culturel. D'abord, avant que de voir ce qu'ils peuvent échanger avec les pays autres que l'Afrique. Sambaka, le président François Hollande a déclaré à la fin de ce sommet qu'il pense avoir réussi à bloquer les réseaux France-Afrique. Est-ce que vous avez l'impression dans son mandat qu'il a réussi aujourd'hui à bloquer ces réseaux-là, la France, l'hégémonie de la France sur les pays africains, les réseaux français qui allaient même jusqu'à désigner des présidents, comment ça se passe dans la France-Afrique? Est-ce qu'on a l'impression que François Hollande, il a œuvré pour cela, lui qui a déclaré qu'il avait réussi à refermer ces réseaux? Vous avez déjà envie de vous dire que François Hollande avait un programme. Et suite, il a échoué et il a dit qu'il ne se représentait plus. Donc la volonté seule ne suffit pas dans cette affaire parce qu'il y a deux parties. Il y a la partie qui profite, c'est-à-dire la partie occidentale, et il y a la partie de nos dirigeants. Vous avez compris très rapidement que les fonctionnaires qu'on envoie faire des négociations, s'ils n'arrivent pas à le faire à l'intérieur du Cameroun, c'est pas à l'extérieur qu'ils le font d'une manière. Vous savez, moi j'ai vu le président ivoirien limoger son ministre, son ministre de la communication parce qu'elle n'a pas réussi aux élections. Vous comprenez? Donc il y a une tradition. Quelqu'un qui a un poste ministériel doit être politique. S'il ne le comprend pas, il faut qu'il fasse l'effort de devenir politique. Donc, François Hollande, il arrive à Bamako. Vous savez comment les chefs d'État le regardent? Certains même ne partent pas. Parce qu'ils se disent, là, en fin de mandat, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce qu'en Afrique, tout est focalisé sur une personne. On ne sait pas qui a les institutions. On ne sait pas. Nous, notre Assemblée nationale pouvait nous sauver. Mais vous voyez comment ils réagissent. Quand Bolloré va arriver, il va dire, mais j'ai affaire au chef de l'État. Son assemblée, ça vaut rien. Ils ne peuvent pas voter des lois qui peuvent obliger le chef de l'État à me... Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Le fonctionnement est différent. Donc, le président français arrive avec de bonnes intentions de terminer bien son mandat parce qu'il sait qu'il y a la continuité. Mais du côté africain, on a l'impression que ce type-là, il ne va même plus se représenter. Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Donc, c'est un peu ce climat-là d'incompréhension. Il n'a pas réussi du tout à arrêter ces réseaux. Il a fait beaucoup de choses. Je dois dire qu'il a essayé d'effacer les bêtises de son prédécesseur. Il a intervenu au Mali, il a intervenu en Centrafrique, il a intervenu pour montrer que la France était un soutien pour les pays africains. Mais aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, est-ce que les pays africains sont émancipés? Est-ce que les pays africains ne doivent pas penser plutôt à leur propre émancipation? Parce que vous voyez, ces rapports-là ne sont pas des rapports sains. Et Bolloré vient de le prouver au Cameroun. Vous voyez, nous allons être bloqués, nous n'aurons plus de train pendant 1-2 ans, voire 3 ans, pour le fait d'un homme qui a estimé qu'il fallait prendre les Camerounais comme des moutons. Justement, Mouté Ambassa, la société civile a décrié le fait que les multinationales dans les pays africains ne respectent pas
ne respectent pas les lois fiscales de ces pays-là. Il y a notre compatriote Jean-Marc Bokoko qui a conduit à ce sommet un plaidoyer de la société civile, justement pour dénoncer les multinationales qui ne respectent pas les lois fiscales des pays dans lesquels ils sont implantés. Et est-ce que ce n'est pas justement une nouvelle forme de France-Afrique, cette façon des multinationales d'arriver, d'étendre, de se sentir un peu déçus même des lois, et ces multinationales qui vont jusqu'à intervenir même dans le gouvernement, mettre la pression sur les gouvernements? Est-ce que c'est pas une nouvelle forme? Est-ce que on n'a pas juste muté? On n'est pas aujourd'hui dans cette France-Afrique où on chassait les dirigeants, mais on a muté avec les multinationales sous une autre forme aujourd'hui avec notre hégémonie. Très très bonne question. Les multinationales respectent les contrats signés et elles respectent scrupuleusement les contrats signés. Ce qui se passe chez nous, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en politique, c'est les mêmes fonctionnaires ou responsables qui vont signer les contrats. Et quand vous partez signer un contrat, dans chaque spécialité, il y a des experts et il y a des juristes spécialisés. Vous partez signer un contrat, vous êtes ministre, vous êtes premier ministre, vous êtes, je sais pas, haut responsable. Vous n'avez pas d'experts qui vous aident à comprendre le contrat. Vous n'avez pas de juristes qui vous aident à comprendre le contrat. Je l'ai dit quelque part. Moi, j'ai assisté à des négociations de contrat où un seul mot a fait traîner la discussion pendant 3 jours. Parce que ce mot démontait complètement le contrat. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit quelque part aussi. Vous voyez, moi, j'ai fait dans le secteur pétrolier. Tout le monde sait, le pétrole appartient au pays. Quand la société pétrolière vient, c'est les contrats, elle signe les contrats et généralement, la société pétrolière, après se mettre à 2 ou 3, on vend à 30%. Et parfois, ça parle jusqu'à 50% pour les gisements marginaux. Mais ça, c'est la théorie. Et la différence, c'est l'État. Si 20-30% reviennent à la société et que 70% doivent revenir à l'État, ce qui se passe dans la pratique, c'est autre chose. Parce que justement, les mécanismes pratiques sont faits de telle manière que c'est l'inverse qui se fait. À la fin, l'État a 30%, la société a 70%. Pas de mécanismes internes qui sont dans les contrats et que les gens ne détectent pas. Et ils appliquent le contrat. Et quand vous venez vous rendre compte après, disant, mais non, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, c'est ça. On dit non. Voilà, telle clause du contrat. Ah, et comme vous qui avez signé, vous restez tranquille. Donc, les multinationales respectent scrupuleusement les contrats. C'est nous qui signons les contrats sans prendre les dispositions nécessaires. Et particulièrement sans experts pour vous éclairer et sans juristes spécialisés dans le domaine. Et je connais quelques rares responsables qui ont travaillé dans ces pays avec des juristes et des experts. Et ça les a évité beaucoup de choses. Donc, pour revenir au contrat, Bolloré, c'est sûr, je ne travaille pas chez Bolloré, mais c'est sûr qu'il applique exactement les contrats tels que signés. Mais ceux qui ont signé les contrats avec lui, est-ce qu'ils l'ont signé dans l'intérêt du Cameroun et des Camerounais? Mais on ne parle pas forcément seulement Est-ce qu'il y a eu des experts? Est-ce qu'il y a eu des juristes spécialisés? Et peut-être pas seulement Bolloré, hein. C'est pas on focalise pas sur c'est un exemple. Mais il y a même dans les opérateurs mobiles, par exemple, les multinationales, toutes, pétrolières, téléphonie, Bolloré, autres, respectent les contrats. Maintenant, c'est à la signature que ça se fait. Une fois que c'est signé, vous ne pouvez plus changer. Il faut faire des amendements pour modifier. Oui. Vous voyez des gens partir. Moi, je vous dis les cas, on a vu des cas où des hauts responsables quittent pour aller signer un contrat, ils arrivent, on les prend en charge. Attendez, c'est important ça. On prend en charge les responsables, leurs épouses, et on les fait manger et boire. Et quand le sien arrive, ils sont tous sous. Ils sont tous sous. Reste un peu sur la France-Afrique. Je schématise la réalité. Donc, il ne faut pas accuser la société multinationale. C'est nous-mêmes. Oui, allez-y, maître sur la position de la France. Moi, je dis ceci. L'Afrique francophone doit se libérer de la France. Mais, en suivant le monsieur, ils disent que les contrats signés par les multinationales sont respectés par ces multinationales. Je prends le cas de Bolloré. Il a signé une concession, j'ai une copie. Il a signé une concession avec l'État du Cameroun. Tu sais combien l'intérêt français est dans ces concessions? 87%. L'État du Cameroun a que 13%. C'est nous qui avons signé. Mal négocié. Écoutez, laissez-moi, non? Mal négocié. Oui, laissez-moi. Ça, c'est une mauvaise négociation. Mais pour appliquer cette concession, la concession, article 7, demande un certain nombre d'assurances. Cette catastrophe se produit. M. Bolloré n'arrive pas à nous montrer s'il a l'assurance. Je prends
je compare ça avec les crashs de Kenya Airways. Quand le crash a eu lieu, bam, j'ai représenté 8 familles. Il y a eu Lodge of London qui a pris tout en charge, y compris mettre les familles à l'aise, et ramasser le corps et faire le test d'ADN. Monsieur Bolloré, l'article 7 dit qu'il doit produire 3 assurances. Jusqu'aujourd'hui, il y a le corps dans le morgue à Yaoundé qui ne sont pas identifiés. Parce qu'il n'y a personne qui a fait le test ADN. Monsieur Bolloré, après la catastrophe, il n'a pas assumé. La concession dit qu'il doit réparer. Il doit mettre les rails en fonction. Et il n'arrive pas à le faire. Et vous dire qu'il respecte il ne respecte pas le contrat signé comme je le dis. Il est là, il balade. Maître Fou, justement, est-ce que ce sommet-là, je voudrais qu'on reste un peu sur le sommet Afrique-France, oui. En participant encore à ces sommets, en ayant encore ces sommets aujourd'hui, est-ce que ça participe à permettre à l'Afrique justement de se libérer de la France? J'espère, parce que nous les anglophones, nous attendons la réaction de l'Afrique francophone dans ce sommet. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent dévaluer les francs CFA. Nous avons dit dans cette zone, oui, non, il faut plutôt aller à la structuration. Oui, l'ajustement structurel. Et la France bénéficie. Il a un 25% de nos balances de paiement va à la France. Parce que nous sommes dans les mêmes monnaies avec la France. Il faut se libérer, créer une monnaie. Cette France-Afrique à Mali, moi j'attends, parce qu'ils ont mis même les problèmes anglophones au Cameroun sous les programmes. J'attends voir ce qu'ils vont dire. Mais la France protège son intérêt, les Africains ne protègent pas leurs intérêts. Sambaka, justement, une réaction d'un spécialiste français dans un journal, il laissait comprendre qu'aujourd'hui, les bases de négociation entre Paris et l'Afrique, je vous en prie, ont changé. Dans ce sommet Afrique-France, aujourd'hui, il ne s'agit plus de cet outil diplomatique qui permettait, par exemple, de faire des choix de présidents qui allaient diriger les pays. Ce fait, par exemple, un petit exemple, Adama Barrow invité à ce sommet Afrique-France, est-ce que ce n'est pas des moyens de pression? Est-ce que ce n'est pas subtil? Aujourd'hui, lorsqu'on sait la situation, qu'on traverse ce pays, est-ce que ce n'est pas subtil finalement que la France continue d'avoir un bâton et de diriger quand même? Oui, c'est là la raison pour laquelle on doit conseiller la France de laisser les Africains régler leurs problèmes. Parce que vous savez, quand il y a 2 poids 2 mesures, ça commence à poser des problèmes. Il y a des chefs d'État ici qui ont fait pire que ceux-là. La France nous a mis dans leur poche. Qui n'ont pas eu de problème. Alors si maintenant ils invitent quelqu'un qui n'a pas prêté serment, c'est peut-être pour venir observer, ce sera peut-être pour les prochaines élections, mais ce que je dois dire pour être plus sérieux, c'est que en réalité, on sent qu'il y a déjà une volonté d'indépendance, une volonté pour l'Afrique de se prendre en charge elle-même. Mais on ne peut pas changer de monnaie, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, si nous-mêmes structurellement, nous n'avons pas préparé cela dans nos pays, si nous ne sommes pas des démocrates, si nous n'avons pas mis en place des bases, des institutions qui puissent nous permettre d'être solides et avoir un plan d'industrialisation. Donc pour le moment, on a encore besoin de cette... Je pense que ça peut aller très vite parce que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche de ses ressources, l'Afrique est riche de ses hommes. L'Afrique est pauvre de ses dirigeants. Et l'Afrique est gérée par la France. Non, l'Afrique est pauvre de ses dirigeants. Il ne faut pas accuser la France parce que la France ne prend pas un bâton comme on prend des bâtons pour aller fouetter les gens à Boya ou à Bamenda. Non, l'Afrique doit s'autonomiser, doit se responsabiliser parce qu'elle en a les moyens humains, elle en a les moyens matériels, des ressources. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tout simplement de mettre en place une nouvelle citoyenneté. Et surtout, comme on a l'habitude de le dire chez nous, un nouveau contrat social. Parce que tout ce qu'on dit là, si nous mettons en place un nouveau contrat social, avec une citoyenneté, des droits et des devoirs, je vote, je contrôle, je sanctionne, ce pays va se relever en 1 an, en 2 ans.
Edmond Kamga, pour sortir, l'Afrique a-t-elle encore besoin de la France parce qu'elle-même n'arrive pas encore, elle n'est pas encore véritablement autonome. Les pays n'arrivent pas à avoir des institutions fortes. Les pays n'arrivent pas à implanter une vraie démocratie. On ne peut pas encore peser de tout notre poids. On a encore besoin de ce soutien français aujourd'hui. L'Afrique n'a pas besoin de la France comme tutelle. Ce temps est passé et dépassé. L'Afrique a besoin de la France dans un partenariat gagnant-gagnant, tout simplement, dans la réforme actuelle. Je pense que les pays africains qui ont des dirigeants bien élus, des dirigeants qui ont du principe de la gouvernance une notion forte, je pense au président du Rwanda, Paul Kagame, voyez-vous, il a changé radicalement la donne. C'est le premier pays africain en termes de gouvernance. C'est le 7e pays mondial en termes de gouvernance. Donc, je pense qu'il y a des modèles en Afrique qu'on peut copier. Très bien. Moi, je dirais une chose très simple. Peut-être remarquer que le président n'a pas fait de déplacement. Justement, moi, je pense que, ayant vu comment le président Hollande a maltraité certains présidents africains, moi, je dis que cette histoire doit disparaître, ça ne nous sert à rien. Le président a bien fait de ne pas y aller. Peut-être qu'il n'est pas parti aussi. Maintenant, on va finir par vous, peut-être parce qu'il s'est dit... Il n'est pas parti parce que j'ai la crise. Oui. Si vous croyez que cette crise n'est pas sérieuse, le président a envoyé le premier ministre qui est même anglophone, qui n'est même pas acceptable parce qu'il n'est pas politicien. C'est normal qu'il reste au pays pour suivre la crise. Mais c'est normal qu'il reste là pour suivre la crise. Il n'est pas parti, je suis d'accord, qui gère cette situation des anglophones. Quand je dis anglophones, il faut que je corrige. Nous avons un problème de West Cameroun et de East Cameroun. Ce n'est pas un problème entre les communautés. Nous vivons bien. Nous sommes à l'aise. Et moi, j'ai fait 32 ans à Douala. Est-ce que j'ai besoin de... Tu parles le français avec la femme. Très bien, merci à vous, cher monsieur, d'être venu. C'est la fin de cette émission. C'est pas un problème de communauté. Merci, maître Frujon, d'être venu. Merci à vous, Moutambassa, Sambaka, merci. Merci également à vous d'être venu, d'être avec nous, notre consultant maison, Edmond Kamga, et à Flavien Tongo qui est passé avant, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Passez de bons moments en compagnie des programmes Equinox qui se poursuivent. Merci.